À Monaco, au parking des pêcheurs, dans une petite salle jouxtant Monte Carlo Story, lieu où un spectacle audiovisuel conte pour les touristes l'histoire de Monte Carlo, Richard Progetti, cinéphile et collectionneur passionné, présente quelques très belles lanternes magiques et praxinoscopes, ancêtres du cinématographe. Autour de ces pièces rares, des affiches de cinéma. Certaines racontent la carrière de la comédienne Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. D'autres, la plupart, évoquent des films qui ont été tournés, tout ou en partie, à Monaco, ou ont été inspirés par des lieux, des événements, des personnages ayant marqué l'histoire de la principauté. Quand les gens sont venus voir les affiches, ils m'ont demandé « mais quand est-ce que vous passez le film ?» Alors j'ai dit « écoutez, passez le film, moi je veux bien. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème de droit. » Richard Progetti a déjà réuni de nombreuses copies, parmi lesquelles un film étonnant, un chef-d'œuvre du cinéma muet, Folie de femme d'Eric von Stroheim. Réalisé en 1921, Folie de femme est l'histoire d'un faux comte russe incarné par Eric von Stroheim, escroc, amant de la femme de l'ambassadeur des États-Unis et violeur. Le cadavre de ce faux comte russe finit dans un égout. Ce film délirant au climat trouble et pervers, dont l'action se déroule à Monaco et en particulier sur la place du Casino et dans les salles de jeu, fut censuré à plusieurs reprises. Pour tourner cette histoire extravagante, Eric von Stroheim et son équipe ont reconstitué Monte Carlo en pleine campagne hollywoodienne pour $1 million. Pour animer ce qui sera peut-être un jour le musée de Monaco au cinéma, Richard Progetti a organisé récemment une séance de projection comme à l'époque de Georges Méliès. Madame Maltête Méliès, petite fille de Méliès, jouait le rôle du bonimenteur. Le cinéma était un art forain et il ne faut pas oublier que le cinéma était muet, il n'a été parlant qu'en 1928. Et il y avait donc le pianiste, le bonimenteur et le projectionniste dans la salle. Alors, le bonimenteur, il était chargé de raconter, d'accompagner les films, d'aider le spectateur à comprendre. D'aider le spectateur, c'est-à-dire que mon grand-père vendait ses films aux forains avec une petite notice, un mode d'emploi, et ensuite le bonimenteur improvisait. Alors il faisait aussi des bruitages, il faisait des exclamations, et selon l'humeur du public. Le public était très bruyant, n'était pas du tout raisonnable. Les gens étaient assis sur des bancs. À la campagne, on leur demandait d'apporter leurs chaises. Souvent, la séance se passait dans une grange ou dans un café, et le public était médusé, émerveillé. On n'imagine pas, maintenant, nous sommes blasés, nous avons tout le temps des images, mais quand le cinéma arrivait dans un village, c'était la fête. Parcourant le monde entier à la recherche des films perdus, Madame Maltête Méliès a consacré sa vie à la redécouverte de l'œuvre de son grand-père. Une œuvre considérable, plus de 500 titres, sujets féeriques, historiques, sujets d'actualité reconstitués, tels le naufrage du Maine ou l'éruption du Mont Pelé, films publicitaires, ballets, théâtre filmé, opéra, romans comme Robinson Crusoe et anticipations comme Le tunnel sous la Manche. Georges Méliès contribua également à l'épanouissement esthétique de l'image par l'apport de la couleur dès 1899. Tâche gigantesque, chaque image de 2,5 cm de large devant être coloriée à la main. Chaque film comportant 1000 images à la minute. Aussi, 200 ouvrières coloristes assuraient cette fonction. Magicien, prestidigitateur de grand talent, Méliès s'inspira de son art pour véritablement créer le spectacle cinématographique en inventant les effets spéciaux. Dans ce film de 1903, Le Mélomane, ou L'homme qui écrit la musique avec sa tête, 5 fils télégraphiques forment une portée. Méliès amorce la clé de sol et quelques barres de mesure. Pour les notes, Méliès détache sa tête et la lance sur la portée autant de fois que nécessaire. Repérage parfait sur impression multiple reste un mystère pour les cinéastes. C'est un des plus célèbres trucs de Méliès. Il s'est arrêté en 1913, d'abord parce que son style ne plaisait plus. Il y avait une jeune vague, la nouvelle vague, qui arrivait, qui a commencé avec Max Linder, Onésime et Rigadin, et les nouveaux comiques, les nouveaux metteurs en scène, les films à épisodes, où on devait revenir tous les mercredis pour voir la suite, les feuilletons. Il n'a pas su faire ça, donc il a été démodé. Ensuite, il travaillait avec ses propres capitaux. Il était son propre producteur, donc il n'arrivait pas à suivre les industriels du cinéma, déjà, Pathé et Gaumont.
Et puis sa femme est morte et sa femme dirigeait toute la partie comptable de l'entreprise. Donc il a fermé ses studios en 1913. Moi j'ai vécu avec lui les années noires, c'est-à-dire les années qui ont suivi sa ruine. Il était marchand de jouets et de bonbons dans le hall de la gare Montparnasse. Et la vie était difficile, c'était une petite boutique en bois pleine de courants d'air. Et moi j'ai vécu avec lui dans cette boutique de 1928 à 1932. Et il était toujours de bonne humeur, d'une humeur égale. Il dessinait toute la journée, il écrivait, il recevait des amis magiciens qui ne l'avaient jamais oublié. Puis à partir de 1932, nous sommes partis vivre à Orly, dans la maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. Nous allons commencer en 1896. En octobre 1896, vous allez voir sur l'écran mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère Joanne Dalcy, qui fut la première star de cinéma du monde, et mon grand-père qui vous salue sur l'écran. Et c'est l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin.